Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, épisode spécial pour parler de PHP et de Cécile, le générateur de sites statiques de PHP. Et donc, comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick. Et nous sommes avec Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour messieurs, bonjour à toutes et tous. Donc, petit rappel, on a pas mal de trucs en ligne pour vous discuter avec vous, etc. Donc, on a le Twitter en fait qui regroupe tout ça. Vous allez sur le compte Twitter de double slash underscore dev et vous avez l'adresse du Discord, l'adresse de YouTube, l'adresse de Twitch. Donc, tout ça est disponible et on vous attend dessus pour discuter avec vous. Voilà. Quand vous voulez, on est dispo. Et donc, aujourd'hui, Arnaud, tu es venu nous parler de Cécile, ton générateur de sites statiques que tu as créé. C'est ça? Et on Oui, va te laisser te présenter en fait, voilà, ton background, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, tout. On te laisse, c'est à toi. oui, une question vaste. Donc je m'appelle Arnaud Ligny, je suis consultant fonctionnel et technique dans le web. Donc c'est-à-dire que je fais beaucoup d'accompagnement sur de la conception, de la réalisation de projets web, un peu de mobile et principalement du e-commerce. Donc j'ai une grosse expertise en e-commerce. Je Hmm. bosse dans le web depuis 2005, donc je suis une vieille personne. Donc voilà, avec un parcours assez varié. J'ai fait du dev au début de ma carrière. Pas mal de TMA en PHP 3, en ASP 3, des trucs bien vieillots. Wow. Un peu de gestion de projet, j'en refais encore régulièrement. Et là, aujourd'hui, je suis freelance depuis le début de la pandémie. C'était l'occasion Ah, de bosser tranquillou à la maison. Et ça va peut-être changer. Voilà, j'ai des pistes pour revenir dans le monde du CDI parce que j'ai envie d'avoir des collègues au quotidien. Voilà. d'accord, ok. Ouais, Et, donc tu et est-ce souhaites. qu'aujourd'hui, tu t'es encore sur du dev pur ou t'es plus sur la Non. gestion de projet? Non, non, je fais très peu de dev. Je m'entretiens un petit peu en faisant des petits protos, des choses comme ça, Mhm. soit dans mon coin, soit avec des lead dev ou autres, Hmm. de manière à justement à savoir de quoi je parle, quoi. Parce que si dans mon job, j'ai besoin de faire le lien entre les DSI et les devs. Donc forcément, si je sais pas de quoi je parle, ça marche pas. Et aussi pour rester au fait des technos, des contraintes techniques, des problématiques de performance, etc. Mais d'un point de vue purement professionnel, non, non, je vends pas ma capacité à produire du code. Ok. Voilà. Ok, et Mais tu. Ouais, ouais. néanmoins, nous, ça nous intéressait que tu viennes parler, c'est que tu viennes sur Double Slash, justement. Malgré ça, tu es quand même l'auteur et le principal contributeur d'un site, enfin d'un générateur de sites statiques qui est Oui, fait en PHP, qui s'appelle Cécile. tout à fait. Ouais, ouais, c'est un vieux projet enfin, un vieux projet, date de 2000, première release, enfin, premier prototype, pardon, en 2013. Bon, Hmm. en réalité, il y a des années où il s'est pas passé grand-chose, du fait que à la base, c'est un side project, donc quand tu as le temps, tu fais deux trois trucs et cetera. Il y a eu des périodes où, j'ai été très productif et cetera. Et oui, c'est vrai que, ça m'arrive aussi malgré tout de contribuer à des projets open source sur GitHub, donc je fais quand même du code par-ci par-là, ça m'a permis de toucher à Node.js, ce genre de choses et je me suis bien amusé en faisant des extensions pour Chrome, des petits outillages qui me servaient où je me dis: «Tiens, je pourrais apporter une petite contribution sur le GitHub, soit sur la doc, soit un peu sur le code». Hmm. Et pour revenir, à Cécile, ouais, à la base, l'idée, c'était, forcément quand tu te lances dans un side project, c'était de pas perdre la main et de me replonger un peu dans PHP. Donc à l'époque, c'était, pour, récupérer mon niveau qui était vieillissant sur PHP où j'avais fait, bah, oui, parce que malgré tout, quand même, dans mon job, j'ai été lead développeur, sur Magento, 1. Donc Wow. Mhm. c'était du PHP 5, bien costaud. Ouais, ouais, j'en ai assez souffert à une époque où quand il y avait pas C'est, beaucoup Tout le monde de souffre hein, sur Magento, de toute façon. Tout le monde ouais, ouais. souffre. est-ce Ouais, que ouais. c'était l'époque où tous les assets étaient en XML et tout ça, là? Oui, oui, enfin, il y avait le Ouais. fait qu'il y avait C'est avec le Zend. langage de template était en PHP, mais avec un système d'habillage, de layout en XML qui était
encore une fois, Magento, c'est une machinerie qui est hyper bien fichue, mais qui est hyper lourdingue, quoi. C'est-à-dire que Mmh. le temps de prise en main, d'appropriation, etc. Et à l'époque du démarrage de Magento 1, c'était, enfin, tu sortais ta SERP et t'allais tailler dans le truc pour essayer de comprendre comment ça marchait. Donc Tu c'était assez pleurais ça. costaud. Bref, l'idée aussi, c'était de Cécile, c'était aussi de me réapproprier PHP au sens large du terme. Parce que quand tu bosses Ouais. sur un framework à un instant T, tu es enfermé dans le framework. Tu fais, voilà, un plan, c'était que du PHP 5, que du Zen Framework, etc. Et c'est pas très fun, quoi. Et là, l'idée, c'était de me dire, là, je me replonge dans les PSR, les bonnes pratiques, etc., etc. Et c'était rigolo, en fait. C'était amusant de me dire, ah oui, ok, dans le monde moderne de PHP, on peut faire ça et c'est trop bien, c'est hyper confort. Et bref, peut-être on peut contextualiser un peu Ouais, PHP, ouais. quoi. Cécile, pardon. Ouais, le fonctionnement de base, tout ça, ouais, comment ça fonctionne en fait? Parce que là, tu nous dis 2013, c'est quand même, ça fait partie des premiers générateurs statiques en fait, parce qu'il y avait pas beaucoup de générateurs à l'époque. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand j'en parle aujourd'hui, je vais dire les jeunes, ça fait vraiment vieille personne de parler comme ça, mais ils se rendent pas compte parce qu'on a un écosystème qui est hyper cool aujourd'hui, quoi. Oui. Il y a Gatsby qui est passé par là, Next, Nuxt, Eleventy depuis, etc., etc. Mais à l'époque, ouais, on avait Jekyll, le papa, le Il y précurseur, avait, forcément. ouais, il y avait Jekyll, il y avait Middleman. Moi, j'ai Oui, beaucoup joué avec Middleman en Ruby, qui était fortement, enfin, qui était dans la même Mmh. veine de ça, ouais. oui, on avait quoi aussi? Metal Smith, Metal Smith, ouais. enfin plein de petites choses comme ça plutôt cool, donc très orienté, vraiment, purement générateur de sites statiques. Donc ça a muté après avec des solutions plus larges, plus versatiles, mais à l'époque, ouais, il y avait pas grand chose. Et même Jekyll, si je dis pas de bêtises, était pas en version 1. C'est toujours une Oh. version, enfin précédente à la version 1, mais qui était utilisée en production. Et Hugo, si je dis pas de bêtises, donc la référence en termes de performance était en 0,7, je crois, à l'époque. Et C'est les bref, anciens qui se regroupent pour faire un podcast sur l'ancien statique, quoi. C'est clair. ouais, ouais. Et mais c'est aussi ce qui m'a poussé, enfin qui m'a lancé à bosser sur Cécile, c'est à me dire il y a pas grand-chose. Il y a quelques trucs Il y a rien cool, en PHP, mais quoi. il y a rien en PHP. Et surtout, j'ai beaucoup utilisé Jekyll, mais je me dis: «Mince, Jekyll, c'est quand même pour faire du blogging, quoi». C'est-à-dire que tu as une notion de, par défaut, tout est prêt pour faire un moteur de blog, enfin, pour faire un blog. Mm. Et dès que tu veux faire autre chose, il faut gérer une notion de collection, donc tu commences à tordre un petit peu l'outil, etc. De l'autre, Hugo, impressionnant en termes de performance, déjà une belle couverture fonctionnelle à l'époque. Bep avait déjà repris le bébé et était à fond. Euh, mais j'ai toujours eu du mal à rentrer dans le moteur de templating, quoi. Enfin, pour moi, à l'époque, c'était l'enfer, quoi. Dès que je rebossais Mmh. sur un projet en Hugo, je fais attends, faut que je réapprenne le langage de templating, c'est quoi ces trucs chelous? Enfin, c'était. Et là, sur Cécile, ton choix, il a évolué depuis? Parce que là, aujourd'hui, tu es à quelle version de Cécile? Je sais plus parce que je réalise énormément. Je suis un psychopathe de la release. La En fait, 6, non, il me semble. J'ai regardé ce matin la 6, non, je crois. je suis en 7.22. Ah 7. Bah, ouais, OK. 722. Ouais, en Ok. fait, l'idée. Vas-y, Ouais, vas-y, ouais. vas-y, bien sûr. Non, non, l'idée, c'est de se dire, j'avais lu un article là-dessus qui disait, n'ayez pas peur en fait de faire de la release. Bah, on en a Redwood. parlé Redwood. exactement. En fait, on en a parlé sur justement sur l'épisode, enfin sur un épisode de podcast où justement aujourd'hui, t'as l'ancien de GitHub qui est passé chez Redwood et qui dit bah faut pas avoir peur de faire des majeurs, faut y aller quoi. Et s'il y a cette notion de versionning sémantique, tout ça, bah, c'est qu'il y a des raisons et il faut pas créer de crispation avec un gros chiffre quoi. Donc, Oui, ouais, clairement. oui, oui. Donc, ouais, ouais, au début, comme je disais, les premières années, il s'est pas passé grand-chose, hein. Ça vivotait, et cetera. À l'époque, le projet, c'était vraiment un mode side project. Je teste des trucs, c'est un peu cassé, je répare, j'expérimente des choses. Et c'était
surtout un gros terrain d'expérimentation par rapport à PHP, quoi. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de me réapproprier les PSR, vraiment jouer avec Composer, parce que si on revient à mes expériences passées, et encore une fois, Magento, au début, il n'y avait pas Composer, quoi. Tu faisais tout à la papa. Et replonger dans l'écosystème de PHP, tu fais: «Ah mais c'est trop bien, c'est hyper confort». Et après ça s'est accéléré, quoi. Et donc encore une fois, pour revenir sur le fonctionnement de base de Cécile, pour ceux qui connaîtraient pas forcément bien les générateurs de sites statiques, c'est assez simple. On a d'un côté du contenu, principalement écrit dans le langage de formatage Markdown. Donc ça permet de faire des titres, du gras, de l'italique, des liens, de l'image, etc. Donc c'est éditable dans un éditeur texte ou via un éditeur un peu assisté qui va faire de la preview sur tout ça. Donc on écrit du contenu, donc ça peut être des pages de blog, des pages libres, ce qu'on souhaite. De l'autre, on a un peu de configuration pour définir donc via un fichier YAML, donc le nom du site, l'URL de base, l'auteur, éventuellement la taxonomie, etc. Et des templates, donc qui sont écrits en Twig. Cécile s'occupe de fusionner tout ça et on obtient un site web. Donc pas des pages web, mais bien un site web complet, quoi. Donc avec de la navigation, un sitemap, un RSS, des métadonnées pour les moteurs de recherche, etc., etc. Et ce site-là, donc qui est statique, donc c'est du HTML, du CSS, éventuellement on peut générer du JSON aussi statique à la demande. On dépose ça sur un serveur web et hop, on a un site qui fonctionne. Voilà, c'est cool. Et est-ce qu'il y est-ce a... que Ouais. excuse-moi Patrick, et est-ce que aujourd'hui c'est un outil qui est quand même à destination des développeurs où l'expérience est tellement fluide et facile que quelqu'un avec des bonnes connaissances, on va dire en gestion de fichiers, tout ça, même s'il n'est pas dev, il peut utiliser la simple utilisation en fait suffit à générer son site internet, quoi. En clair, c'est pas que pour les devs. Oui, mais c'était l'idée là-bas, c'est que Ok. même si c'est un outil en ligne de commande, donc forcément, il faut lancer un terminal et lancer donc Cécile, enfin PHP Cécile.phare et une commande, donc build, serve, new page, new site, etc. Ok. Malgré tout, l'idée, c'était de garder accessible pour un kidam qui dit: «OK, moi je sais écrire en Markdown, je sais faire un petit peu de templating en Twig parce qu'en fait c'est hyper intuitif, donc je veux faire mon site avec ça». Et c'était l'idée parce qu'encore une fois, à l'époque, il y avait quelques générateurs en PHP. Il y avait Spress et Sculpting qui est mort depuis. Mais qui était tout de suite, fallait écrire des routes dans des fichiers PHP et c'était pas l'idée en fait. L'idée c'était que n'importe quel utilisateur, à partir du moment où il a téléchargé le binaire, il n'a pas à se préoccuper de PHP, quoi. C'est-à-dire que de base, il sait générer un site juste en lançant une ligne de commande. Donc finalement, le seul prérequis, voilà, c'est d'ouvrir un terminal et lancer une ligne de commande. Ok. Donc oui, l'objectif, c'était pas que ce soit restreint à des développeurs. Ok, bah, c'était ma question en fait. S'il fallait faire du PHP pour, tu vois, t'as Non, répondu. si tu fais du PHP, tu peux un peu étendre Ouais, les capacités de l'outil, ou tu peux écrire à la main un générateur. C'est-à-dire d'accord. qu'en fait, il y a une notion donc il y a une classe générateur dans Cécile qui permet de générer de nouvelles pages à partir de n'importe quelle autre source. Donc un contenu que tu pourrais capturer sur une source extérieure, un JSON, un fichier texte que tu veux, ou manipuler des pages existantes. Donc tu as Ok. déjà une collection de pages générées à partir de Markdown et je sais pas, tu as une lubie, tu veux que tous tes titres soient écrits en caps lock, bah, tu crées un générateur qui parcourt toutes les pages de la collection et qui page tous les titres en caps lock via la fonction PHP qui va bien et t'enregistres la collection correspondante. Donc voilà, tu peux Ok. étendre avec un petit peu de PHP, c'est pas foufou, mais c'est possible. D'accord. Et est-ce que Cécile est bien adaptée pour faire des documentations, par exemple? Question. Oui et non. Non. Oui et non, parce que bah, typiquement la documentation elle-même de Cécile est faite avec Cécile. Donc sur le site web aujourd'hui, cécile.app,
Toute la documentation, c'est un ensemble de fichiers Markdown avec un petit moteur de recherche propulsé par Algolia, une navigation à l'intérieur des pages via un TOC, Table of Content, généré aussi à la volée, etc. Après, si tu veux faire une documentation un peu travaillée, avec une notion de versionning, où tu peux naviguer dans différentes versions, avoir un moteur de recherche un peu plus poussé, un niveau de profondeur plus élevé, là, tu vas atteindre les limites Ok. de Cécile. Voilà. Ouais, je te pose la question parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de générateurs de documentation comme Docusaurus ou Oui. Docus aussi. Puis voilà, c'est un challenge en fait pour pas mal de projets open source d'avoir des documentations qui sont faciles à Oui. générer et puis bien faites. Donc c'est vrai que si Bah, Cécile peut aider. après, Après, c'est toute l'idée la aussi. difficulté. Ouais, vas-y Arnaud, excuse-moi, Non, non, vas-y, en vas-y. fait, c'est l'idée aussi pour moi de tout l'intérêt de manipuler des fichiers et des fichiers statiques. C'est le fait de dire, OK, ma documentation, finalement, je peux l'écrire en Markdown, dans mon coin. Et après, peu importe le générateur, tu auras des petites spécificités, tu vas un peu orienter ton travail en fonction du générateur que tu utilises, mais finalement, tu peux commencer en disant, voilà, au début, je ne sais pas trop où je vais. Voilà, je vois la structure de ma doc, je sais que j'ai une dizaine de pages sur telle et telle thématique. Je l'écris en Markdown via, j'en sais rien, moi, Typora, par exemple. Typora, c'est mon éditeur de Markdown chouchou, qui existe pour Windows, Mac. Tu fais un test avec Cécile, ok, c'est cool, ça suffit, etc. Tu atteins les limites de Cécile, tu dis, bah ok, bah, je vais passer sur Docusaurus parce que ça offre plus de fonctionnalités. Et bah c'est pas perdu en fait. Tu repars de tes fichiers Markdown, tu fais quelques ajustements et ça roule. Donc pour moi, c'est aussi Ouais. l'intérêt de cet écosystème d'outillage, c'est de dire, tu distingues bien le Le contenu fond de de la la mise forme. en forme et de la manière dont tu vas naviguer à l'intérieur. Donc, voilà. Et clairement, en termes de features, aujourd'hui, on voit sur le statique, il y a le gros problème, enfin un des problèmes en tout cas, c'est la gestion des images que tu es obligé de régler. Si on fait du statique, c'est aussi pour des raisons de SEO. Voilà, on veut que nos pages et notre site ils soient indexés. Est-ce que Cécile donne déjà accès à ça de manière native ou il y a une possibilité en fait de venir étendre un peu les fonctionnalités de Cécile à travers des plugins ou des assets ou des modules extérieurs? Oui, c'est une bonne question. C'est un sujet sur lequel je me suis pas mal arraché les cheveux à une époque, de me dire, c'est quoi jusqu'où je vais avec Cécile en termes de capacité à manipuler justement des assets. Forcément, à un moment, j'ai été influencé par Hugo, où les devs se sont dit: «Voilà, on va fournir de l'outillage pour manipuler les images, et cetera». Donc ils sont allés assez loin et j'ai pas voulu aller aussi loin. Malgré tout, l'idée, c'était de dire, ça serait quand même pas mal de ne pas dépendre, pardon, d'une solution tierce pour la manipulation des images. C'est-à-dire que faut que le Mm. contributeur, il ait pas à se casser la tête. Voilà, il a une image, pour illustrer, enfin plusieurs images pour illustrer son article, son contenu, des images en 1200 par 1200 et bah, voilà, il les dépose dans son contenu et voilà, il se tracasse pas trop. On va pas lui dire, «Bon, alors pense bien à la réduire quand même en 800 par 600, ça sera suffisant et si tu peux la compresser aussi, ça serait pas mal parce que machin, en termes de Sur un performance et nouveau cetera». format? Voilà, et si tu peux aussi avoir une version en PNG, une version en WebP, ça serait aussi bien. Bref, là, ça casse tout le Ouais. workflow de travail pour le contributeur. Donc forcément, je me suis posé la question, je me suis dit: «Non, il faut que pour le contributeur, ce soit transparent». Il faut que lui, il puisse déposer, une image avec la rendre visible, enfin le manipuler avec le langage de formatage de Markdown, pour afficher une image. Donc point d'exclamation, accolade, description alternative, parenthèse, URL de l'image, soit en local, soit en distant et c'est tout. Et après, il faut que ce soit Cécile qui manipule le truc. Donc j'ai, étendu, Parsedown, donc c'est une lib, PHP pour manipuler du Markdown, de manière à dire: «OK, quand c'est une image, en fait, et qu'il y a le paramétrage qui va bien au niveau de Cécile», donc dans le fichier YAML, tu dis: «OK, j'active par exemple, la conversion en WebP». Donc je veux que toutes mes images, elles soient converties en WebP. Donc pour les navigateurs vieillots, enfin anciens pardon, tu dois pouvoir afficher l'image en PNG, mais pour les navigateurs modernes,
t'affiche en WebP. Et ça, c'est fait de manière transparente au niveau de la balise HTML qui est générée. Mais ça Même se fait au build, manière. ça? Et ça, c'est Ou ça se exactement. fait à la Ça se fait. navigation? Ouais. Non, ça se fait au build. C'est ça l'idée, c'est de dire au moment où tu builds le site, on sait qu'il y a une image, on a le paramétrage qui dit fais-moi un WebP ou plus loin encore, fais-moi une image responsive. Donc Cécile va manipuler l'image, va manipuler la balise de manière à générer du HTML propre avec les différentes tailles d'image pour la largeur du je vais dire de l'écran, pas de l'écran, mais Device. non, de la j'ai oublié le terme, Du mais pour viewport. Conteneur. du viewport, merci, Viewport. et cetera, et cetera. Et donc en termes d'options, au fur et à mesure, j'ai enrichi le truc. Donc au début, je me suis arraché les cheveux sur la notion de responsive. OK, il faut resizer l'image. Ensuite, ça serait pas mal de la compresser, donc j'ai fait de la compression. Ensuite, je me suis dit, ce serait pas mal aussi d'ajouter du WebP. Donc pour chaque image responsive, tu as les différentes déclinaisons en PNG ou en JPEG ou autre, et les différentes déclinaisons en WebP. Ensuite, derrière, éventuellement, on peut ajouter une caption. Donc j'utilise le titre de la balise Markdown pour en faire une fig caption avec le titre qui est affiché en dessous, etc. Et ça, pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Lui, il écrit sa balise Markdown, ok, bah voilà, le texte alternatif, le lien vers mon image, éventuellement un titre, et c'est ce qu'il se débrouille. Et ça me génère quelque Donc en chose qui fait, est responsive. ça fait tout seul, quoi. En clair, c'est toi Oui, qui s'est vraiment fadé et qui a fait tout le boulot pour que justement le contributeur, oui, ça soit hyper facile et hyper fluide pour oui, justement pour son site. Mm. ouais, Excellent. ouais. Et néanmoins, si on tombe sur un énervé qui a envie de customiser un petit peu tout ça, est-ce qu'il est obligé de forker le projet ou il peut en fait, il y a des espèces de hooks où on peut en fait récupérer pour bypasser Mm. modifier un peu ou c'est compliqué. Après, ma question, elle est pas piège. C'est juste en fait, c'est est-ce que toi, tu pars du principe et le prisme de Cécile, c'est OK, on fait tout pour toi et c'est facile. Par contre, dès que tu veux sortir des sentiers battus, bah, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, c'est une bonne question. À une époque, j'avais commencé à initier un système d'événements, au sens langage de programmation, au sens, voilà, de dire, on peut intercepter n'importe quel événement dans le déroulé du cycle de vie de la génération d'un site. Et je me suis dit: «Non, en fait, non, j'y arrive pas, je m'embourbe, ça devient une usine à gaz pas possible», bref, et j'ai abandonné l'idée et je me suis dit: «En fait, dans 90 des cas, ce qu'offre ceci en termes de fonctionnalité, c'est suffisant». Carrément. Après j'ai commencé, voilà, comme je disais tout à l'heure, malgré tout, intégrer une notion de peut-être on peut quand même étendre les générateurs, donc ça serait intéressant. Et là, je me pose la question de la capacité à étendre les fonctionnalités de Parsedown. Sauf que Parsedown, c'est une lib PHP qui est très performante, mais qui est, c'est un gros bloc, voilà, c'est un gros fichier Mm. PHP. Et tu as une problématique d'héritage. C'est-à-dire que dès que tu veux, tu peux créer un plugin pour Parsedown, sauf que du coup, c'est une classe qui étend tout. Ah Et oui. du coup, il faut que du coup, tu appelles le parent à chaque fois, et dès que tu crées un nouveau. Enfin bref, il y a une Ah, nouvelle d'accord. version qui est dans les tuyaux depuis quelques temps, qui ne sortira à mon avis jamais, enfin j'en sais rien, peut-être un jour. Et si je voulais offrir plus de personnalité, capacité de personnalisation, il faudrait que je change de solution, quoi. Peut-être pour utiliser celle de PHP League, si je dis pas de bêtises, qui est moins performante, qui est moins rapide, mais qui est beaucoup plus facile à personnaliser. Enfin bref. Non, aujourd'hui, donc pour Après, répondre à la c'est question des de choix, base, quoi. Ouais. voilà, j'ai fait le choix de dire les retours que j'ai eu des différents utilisateurs, les besoins que moi j'ai par rapport aux différents sites qui tournent avec Cécile, ça suffit en fait. Il y aura toujours 1%. J'ai eu des cas de discussion avec des personnes qui ont dit: «Ah, ça serait quand même pas mal qu'on puisse faire ça, ça, ça». Et je me suis dit: «Oui, mais non, en fait». Ça déforme complètement l'outil, ou ça on Et sort de la ouais, philosophie de mais base, et ça me non, Ouais, ouais, ouais. voilà. c'est toujours la difficulté. Et pour avoir discuté sur le podcast avec différentes personnes qui font des libres, en fait, ton prisme, c'est hyper important, quoi. Parce que les gens qui l'utilisent, ils vont l'utiliser aussi pour ce prisme-là, ce choix volontaire que tu as fait.
Et en fait, bah, toute évolution, après, tu peux pas faire des virages à 180, quoi. Donc, c'est super difficile. Et OK, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est bien connaître la limite de l'outil et qu'est-ce qui t'amène comme plus-value. Et après, soit tu prends, soit tu prends Mmh. pas, mais bien comprendre le truc. Ouais. Tu as parlé des contributeurs où tu as pu échanger avec eux. Tu as un peu de chiffres, de chiffres sur les utilisations. Est-ce que tu as une sorte de télémétrie ou des choses comme ça ou pas du tout? Oui et non. Donc, pas de télémétrie au sens strict du terme, dans le sens où je traque pas, les utilisateurs. Pour la rigolade, j'ai intégré Cécile à Wapalizer, donc, une petite Mmh. solution, peut-être vous connaissez, c'est Oui. principalement une extension qui permet de savoir, quelles solutions sont utilisées sur un site web. Donc, systématiquement, quand tu génères un site avec Cécile, dans le header, ça injecte générateur, Cécile, numéro de version. Donc ça me permet, quand je navigue sur un site, de savoir si, Cécile est utilisée et quelle version. Donc, Trop bien. mais c'est tout en fait, il y a pas de c'est pas tracé. Et quand tu vas sur le site de Wapalizer, tu as pas de data parce que il y a pas suffisamment de milliers de sites qui utilisent, Cécile pour avoir des métriques. Et j'ai pu avoir quelques infos à une époque où j'avais créé un starter kit Mmh. pour Cécile, de manière à pouvoir créer un blog en 2-2. Donc, via un thème, clé en main et donc un petit starter que tu pouvais, déployer sur Netlify, très facilement. Et du coup, je voyais, le nombre de téléchargements de Composer, parce qu'en fait, le starter kit, automatiquement, via Hmm. Composer, il est téléchargé le thème principal. Et Et du donc, coup, tu j'ai avais vu une des sorte de voilà, télémétrie en j'avais indirect, quoi. j'avais des stats de téléchargement du thème correspondant au starter kit. Et Excellent. du coup, il y a eu des milliers d'installations, sauf que bon, entre celui qui fait une testouille et qui ouvre jamais le truc et Ah oui, puis qu'il le celui pousse en prod, c'est pas pareil. Ouais, on est voilà. d'accord. Donc j'ai eu Bien sûr. quelques retours. Je pense qu'aujourd'hui, à vue de nez, en prod, je pense qu'il y a, une centaine de personnes qui utilisent, Cécile d'une manière ou d'une autre, soit via un petit blog, soit un site corpo ou autre. Dans les actifs, j'en sais rien en fait. Il faut et OK. j'ai jamais eu volonté à dire: «Je vais mettre un tracker ou un quelconque Ouais, bien suivi» sûr. Ouais, et parce que voilà. toi, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est un projet à la base qui est side project. Donc, Oui. t'es pas à temps plein dessus. Tu sais à peu près combien de temps tu y passes de temps, on va dire mensuel, semaine, je sais pas. C'est par passes, donc il y a eu des passes où j'ai pas touché pendant des mois et des mois et ça a vivoté et j'avais autre chose à faire de ma vie. Et il y a d'autres fois où j'ai une idée de fonctionnalité, où je dis: «Ouais, ça serait trop cool, là, il faut absolument que je fasse ça». Et Et du coup, bim. je peux y passer des heures, quoi. Je peux y passer, 2 heures tous les soirs, Ah ouais. et parce que je suis à fond et c'est trop cool et que ça prend forme. Et il y a un petit côté un peu doudou, quoi. C'est-à-dire que quand tu as une journée un peu compliquée au taf ou en perso, où tu es enfin compliquée au sens fatigant, quoi, où tu as envie de te changer les idées et tu as envie de faire ton truc à toi, où tu as pas de compte à rendre, ça marche, Hmm. tant mieux, ça marche pas, tu rattaques le lendemain, tu fais ton petit commit et tu dis: «Bah, voilà, c'est pas grave, c'est pété, mais je m'en fiche, je verrai demain». Work in progress. Work in progress. Et ouais, ouais, ouais. Et tu c'est assez chouette d'avoir ce petit côté, c'est mon projet à moi et je rends pas de compte, en fait. Et je fais ce que j'ai envie. Ça m'empêche pas de discuter avec les gens, de prendre les bonnes idées, de dire: «Ah tiens, ça serait cool, ouais, tu raison, ça serait chouette comme fonctionnalité». Mmh. Donc ouais, c'est par passe. Il y a des fois où je vais être au taquet, je vais y passer, 1 à 2 heures tous les soirs et d'autres fois, je vais pas y toucher pendant des semaines, voire des mois. Hem, Et t'es tout seul sur la contribution aujourd'hui ou Ouais. t'as des mecs qui t'ont soumis des PR que t'as mergé ou que t'as pas mergé peut-être? bah, depuis que j'ai toujours des petites contributions par-ci par-là, Mmh. souvent de petits gars qui passaient: «Ah c'est cool, tu as utilisé, Cécile, j'ai fait ça, 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 tiens j'ai identifié tel souci, je t'ai fait une petite PR». Et j'ai eu plus de feedback là ces derniers temps depuis que j'ai fait, un petit talk, au PHP Tour, organisé par l'association, PHP, la FUP.
Et suite à mon petit talk où je présentais Cécile, j'ai eu des retours de jeunes développeurs Ah, et des contributions avec des PR plutôt cool. Donc soit que j'ai émergé directement, soit qui ont mis en évidence un défaut de conception. Voilà, donc qui était un peu plus profond. Donc d'accord. on a eu un petit échange, discussion. Je me suis réapproprié le code, j'ai modifié pas mal de choses et typiquement la dernière personne qui a contribué, je l'ai co-autoré, enfin je l'ai co-autoré avec c'est une fonctionnalité je sais pas si c'est spécifique à GitHub, je sais plus. Enfin, bref, quand tu fais un commit, Hmm, tu peux indiquer le handle de quelqu'un qui a apporté quelque chose. ok. Et donc du coup, tu l'as dans les traces des contributeurs et il apparaît dans les graphes de GitHub. Donc Top. après, c'est en termes de contribution, ça reste assez léger. Je pense que après, c'est peut-être aussi une problématique plus globale à PHP. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de contributions sur des projets Node. Et sur les Oui, projets PHP, c'est par petites touches. Après, il y a plus de contributions sur des frameworks. Donc, parce que je pense que les utilisateurs, enfin les devs enfin, de mon point de vue, hein, ont plus d'intérêt à contribuer à un framework qui sera utilisé par plein de gens. Après, des petits projets assez spécifiques, c'est plus des gens qui l'utilisent, qui disent ah ouais, c'est cool, ce projet-là me plaît. En plus, je suis développeur et en plus, ouais. j'ai envie de contribuer. Donc, je vais Après, prendre la est-ce peine que de faire c'est une PR. pas... Ouais, ouais. Et est-ce que c'est pas aussi dû juste au langage de programmation et au framework qui en découle, où en fait l'écosystème Node est fractionné en plein de Oui, petits frameworks ou des gros frameworks, où en fait on a vraiment cette idée de package et de fractionnement en oui, oui, fait bien sûr. des fonctionnalités, alors que l'écosystème PHP est très très centré sur des gros frameworks et donc ils veulent plutôt contribuer au gros framework pour tout inclure en fait dans la solution un peu qui fait tout, alors que Node est plus fractionné quoi. Donc je pense que en termes de, de contribution en fait ça résonne parce que l'écosystème est architecturé de la même manière. Après je peux me tromper, hein, c'est une analyse comme ça à deux balles. Bah, après, moi-même, hein, quand je contribue à des projets en PHP, c'est plus typiquement, sur des libs, des petits modules que justement moi j'utilise avec Cécile. Typiquement, il y a plein de choses où je me suis dit, voilà, je vais pas réinventer la roue, quoi. C'est-à-dire que pour manipuler une configuration, par exemple, voilà, je charge un fichier YAML et ensuite j'exploite ce fichier YAML via une notation en dot. Donc, voilà, le racine, point, sous-élément, point, sous-sous-élément. Ça, j'utilise une lib pour faire ça. Et j'ai contribué à cette lib parce que je me suis dit, ouais, c'est cool. Je l'utilise au quotidien, elle est hyper confortable. Et ça fait moins peur aussi. Je pense quand tu fais des contributions par petites touches, de contribuer à une lib. C'est plus restreint, Mais bien c'est sûr. plus accessible, c'est plus facile, hein, ça fait moins peur. Et Mais tu te la dis, je porte peux le faire. d'entrée, elle est plus petite. Voilà. Et bien sûr, Hmm, bien sûr. Après, on est intimement convaincu et on prône sur le podcast, et on peut le redire encore, contribuer à l'open source même sur des ouais, micro-trucs, des micro-fonctions. Je fais juste une méthode, un bout de doc, une explication dans la doc, un schéma ou que sais-je, mais ouais. ça apporte taquet, quoi. Ça apporte taquet, carrément. Après, est-ce que c'est aussi, parce que là tu dis tu as eu plus de contributions depuis que tu as fait le talk, est-ce que aussi c'est parce que peut-être que Cécile n'est pas assez connue en fait? Parce qu'on en discutait avec Oui, Sébastien de Docusaurus, ce fait qu'il nous disait que bah, les gens qui font des projets open source, ils oublient souvent un peu le côté marketing pour faire connaître l'outil en fait. oui. Mais en fait, je m'en moque. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est moi, je pas bosse dans le web. ta volonté quoi. Hmm. Voilà, je bosse dans le web et je connais très bien les problématiques de communication et de marketing et de mise en avant, et cetera, et cetera. Je pourrais me donner les moyens d'avoir un compte Twitter, heu, Hmm. Cécile_static qui soit très actif avec des captures d'écran, des petites vidéos, des machins, écrire des articles régulièrement. Mais non, en fait, je j'ai pas envie, parce que je veux ça m'arrange un peu que ça reste un projet, un peu sous les radars parce que, pour avoir discuté avec pas mal de contributeurs, enfin de porteurs de gros projets open source, Hmm. arrivé à un certain seuil de popularité, ça devient épuisant parce que tu as énormément de sollicitations, d'issues: «Ah ouais, mais ça marche pas, j'arrive pas à faire ça, comment on fait ça?» Donc beaucoup de demandes, donc tu te retrouves à faire beaucoup de support Hmm. pour des choses à la fois qui potentiellement très intéressantes, mais aussi très casse-pieds, quoi. Et
si Cécile monte, prend un peu de visibilité, tant mieux, je serais fier, je serais content. Mais j'ai pas forcément envie de la provoquer. Donc, après, ça m'a pas empêché de faire un joli site, sur lequel j'ai pris du plaisir avec une jolie petite charte graphique, un petit logo, des trucs sympas. Mais je pousse pas la visibilité de Cécile aujourd'hui, quoi. Et ok, après c'est assumé, c'est hyper clair et ça résonne et c'est Mmh. parfait quoi. Et, néanmoins, est-ce que tu as quand même une espèce de roadmap un peu, en tout cas une direction sur laquelle tu voudrais amener Cécile, en tout cas en termes de fonctionnalité peut-être, ou la suite c'est quoi pour Cécile? Justement, je me posais la question, il y a quelques semaines en me disant parce que j'ai une to-do list quoi, une espèce de liste de fonctionnalités voilà, quand j'avais envie de contribuer, faire un petit peu de code ou un peu de conception, de me dire: «Tiens, je pioche dans ma liste de fonctionnalités, je m'y colle» et j'avais là le sentiment d'arriver au bout. Donc, de me dire: «Ah bah tiens, j'ai fait le tour, j'ai fait tout, c'est bon, ça marche comme je veux» et cetera. Et là récemment, en bossant sur la migration d'un gros site, je me suis dit: «Ah, il manquerait telle chose» et cetera. Donc à une époque, j'ai eu une grosse roadmap en me disant, j'ai une coquille vide qui se contente de générer des pages, HTML à partir de contenu Markdown. Il faudrait, comme on disait tout à l'heure, pouvoir générer, heu, des images responsives, à la volée. Hem, Ce serait pas mal aussi de pouvoir générer, supporter différents formats de, fichiers de sortie. OK, je sais générer du HTML, mais imaginons je veux générer, un sitemap en XML. Est-ce que je peux le faire? Ah tiens, ça serait pas mal, à la Hugo, d'avoir, différents formats de sortie et cetera et cetera. Donc, je montais une petite liste comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de roadmap, très structurée, très construite. Néanmoins, je m'oblige à rester sur la philosophie de base, pardon, à savoir, ne pas sortir, de la distinction entre le contenu et la mise en forme. Donc ça, c'est mon leitmotiv depuis le début, c'est de dire, je veux pas que, le contenu d'un site, soit marqué, Cécile. Je veux que le texte qui est écrit en Markdown avec son front matter, bah, il soit finalement autonome. C'est-à-dire que finalement, En marque blanche l'utilisateur quoi. ouais, c'est que tu veux repartir sur du Jekyll, tu veux repartir sur du Hugo, tu veux repartir sur du Next, ce que tu veux, avec deux trois ajustements au niveau du front matter de ton contenu, parce qu'il y a toujours un petit peu de spécifique. Mmh. Malgré tout ton contenu que tu as passé des heures à écrire en Markdown, avec tes images, éventuellement des vidéos, ton titrage, et cetera et ben il est pas perdu. Tu as pas à le retravailler, à le retransformer et c'est voilà, c'est à chaque fois que j'imagine une nouvelle fonctionnalité pour Cécile, je vais: «OK, il faut que le contenu, reste, indépendant, autonome». Donc c'est d'ailleurs des sujets que j'ai abordés avec, Nicolas Oisey il y a pas très longtemps, par rapport justement à la manipulation d'images, de se dire: «Je veux que mon contributeur, il ait pas à faire des trucs chelous, enfin bizarroïdes dans son markdown». Voilà, il écrit sa balise image, éventuellement, il ajoute, un attribut, donc via une Mmh. accolade, pour dire: «Voilà, je veux resizer moi, utilisateur, je sais que mon image est trop grande, elle est en 1200, je veux la passer en 300 par 300, donc j'ajoute une petite accolade pour passer un attribut, largeur égale, 300» et c'est tout. Bref, donc pour revenir à la question de base, ne j'ai épuisé ma roadmap. Voilà. Ok, ok, non mais très Heu, clair, hein, très clair. voilà. Et, Heu, comment tout à l'heure, tu nous parlais justement de PHP, de toute l'évolution du PHP, où toi, tu as vu en fait toute l'évolution du PHP. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours aussi confiant sur ce langage-là? Et est-ce que tu trouves que les dernières versions de PHP ont amené une grosse valeur ajoutée? ah mais complètement. Ah mais je suis archi convaincu, je suis impressionné par l'évolution de PHP en ces dernières années. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc en 2013, je m'étais dit: «Ah tiens, un side project, c'est l'occasion idéale d'apprendre un nouveau langage. Je vais me jeter sur Node.js». Et après je me suis dit: «Bah non, en fait, on va peut-être être un peu raisonnable quoi, tu es jeune papa, tu peut-être voilà, tu moins de temps libre,
t'as un vrai travail à côté, t'as une vie de famille. Est-ce que c'est raisonnable de se lancer dans l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation sur un side project? De toute façon, déjà de base, un side project, en général, ça va rarement au bout parce que ça, tu n'y arrives jamais ou t'as pas le C'est le temps principe ou du side bref. project, quoi. Voilà, je me suis dit, soyons raisonnables, restons sur un langage que tu connais de base, mais sur lequel il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc PHP 6 est mort entre deux, mais il y a eu PHP 7 avec plein de choses. Et depuis PHP 7.1, j'ai l'impression que c'est ouf, quoi. Ça fait que s'améliorer. Tout l'écosystème, la communauté, enfin pour moi, et en termes de qualité de code, de documentation, est vraiment impressionnant. Enfin, encore une fois, tu as l'image du langage un peu à la papa, où à l'époque, Très tu mettais permissif. voilà, tu mets du PHP dans du HTML, du HTML dans du PHP, tu fais des includes et hop, c'est bon, c'est parti. Aujourd'hui, encore une fois un écosystème qui est très qualitatif. Je pense que les différentes PSR donc, qui amènent de la standardisation ont beaucoup apporté. Donc, ça, c'était aussi un terrain de jeu pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, 2013-2014, je me suis réapproprié donc, les standards, les bonnes pratiques, les nommages, Est-ce qu'on peut, le style, etc., quoi. excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'on peut expliquer les PSR, ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? Bah, en fait, c'est des nomenclatures d'écriture du code, principalement qui ont été poussées par la PHP Fig. Donc, bon, je suis pas hyper Ouais. calé là-dessus, mais bref, c'est un petit consortium qui vise à standardiser un maximum de choses Ouais. sur PHP, et ça a été accéléré avec Composer. Donc Composer, c'est l'outil de gestion de dépendance de PHP, et qui, selon une norme donnée, permet d'installer des dépendances à la volée hyper facilement, mais pour que ça puisse fonctionner, forcément, il faut respecter ces standards. Donc, finalement, tout ça, ça va de pair. C'est-à-dire que on t'impose des standards, mais tu es récompensé de respecter ces standards puisque ça te facilite ta vie. Et toute cette partie-là, enfin, quand moi je me la suis appropriée, j'ai trouvé ça hyper cool. Et c'est aussi pour ça qu'au début de Cécile, j'étais lent. Enfin, je produisais rien parce que je me disais: «Non, je vais pas, pisser du code pour sortir des trucs et vite, vite, vite». Non, j'ai pris beaucoup de temps sur la conception où en fait je griffonnais. Je griffonnais des trucs, j'allais lire des articles. Alors OK, telle bonne pratique pour gérer une collection de données, ça va être ça, de dire, tiens, je fais un petit comparatif de performance entre gérer une collection de données avec un array ou des objets, et je vois qu'en PHP, c'est plus performant avec des arrays, parce que finalement, par rapport à mes types de données, c'est suffisant. Ensuite, la manière d'écrire correctement une classe avec ses petites méthodes, publiques, privées, et cetera. Tu vois, je me réappropriais tout ça à l'époque. Enfin, j'ai l'impression d'être de revenir à l'école parce que, à l'époque où j'étais dev, je codais un peu comme un cochon. Je me faisais gronder par les devs Python qui fait: «Mais c'est n'importe quoi ce langage», et cetera. C'est quoi ça? Mais oui, c'est quoi ce truc de sagouin non typé, et cetera? Et aujourd'hui, enfin, je trouve ça, et pour reprendre, Alex, ta question de base, ouais, je trouve que le langage a énormément progressé, c'est bien structuré, est très propre, est allé piquer plein de trucs, forcément, à d'autres langages, Ouais. très réputés aujourd'hui, en se donnant le temps, mais en même temps en accélérant. J'ai l'impression que sur ces dernières années, ça a vachement accéléré, que toute l'équipe de contributeurs qui pilotent le projet, et l'apparition aussi de l'association PHP, qui permet de rentrer un peu d'argent et de payer aussi ces gens-là, quoi, qui bossent depuis des années de manière gratos, qui sont payés par leur boîte d'une manière ou d'une autre, mais bref. Et donc je ne regrette pas du tout mon choix à l'époque d'être resté sur Donc, PHP, quoi. Bref. donc une Ouais, ouais. certaine maturité aujourd'hui que tu apprécies vachement, quoi. Ouais, je prends du plaisir, en fait. C'est-à-dire que les fois où je me replonge dans le code, donc à la fois, je me remercie moi-même d'avoir été rigoureux sur l'écriture du code à l'époque, parce qu'il y a rien de pire sur un side project de te replonger dans du code cracra, où là, t'as pas envie, tu vas me dire: «Quel est le con qui a écrit ça? Ah merde, c'est moi». Alors que Git quand c'est blame bien écrit, ou ouais, mais alors que et inversement, quand c'est bien écrit et que tu penses à une fonctionnalité, et quand je dis écrit, c'est aussi conçu. Quand tu as bien conçu un truc, avant d'écrire la moindre ligne de code, quand tu as ouais. bien conçu ton truc et que tu penses à une fonctionnalité, tu dis: «Tiens, ça serait pas mal d'ajouter ça», et tu te plonges dans le code, tu fais:
ah mais le terrain est déjà là, en fait. J'ai tellement bien conçu le truc, sans me jeter des fleurs, que je peux implémenter cette fonctionnalité en 10 lignes de code parce que, je 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 Et voilà, oui, la j'intercepte conception. l'événement. Enfin voilà Et ouais, et bien et sûr, ça, c'est un mais sujet qui est stratégique, quoi. bien Ouais, non, sûr. tout Mais mmh. clairement, et on voit trop de personnes. Tu vois, moi, je fais de la formation. Ils disent ouais, mais ça marche. Ouais, mais en fait, là, ça marche. Mais on bouge un truc, le Mikado, il tombe. Il y C'est a ça. tout qui s'écroule, quoi. Et en fait, pour des personnes qui comprennent pas, bah, tu lui dis, bah, maintenant, en fait, tu me le fais, ou je demande ça en plus. Ah, mais non, mais ça marche pas. Alors, il refait. Et puis après, tu dis, ah, mais il faut ça en plus. Et là, il refait. Et puis il dit, non, mais vas-y, c'est pété. Bah ouais, en fait, prends un niveau d'abstraction au-dessus et essaye de faire un truc totalement générique qui marche, en fait, et qui soit ce que moi j'appelle future-proof, quoi. Oui. Et je suis là, je peux comprendre largement ton plaisir que tu as à revenir sur un projet Ouais, ouais. où justement ça a été future-proof, Sur quoi. surtout sur du code qui a été écrit en 2013. Enfin, j'imagine qu'il a changé depuis, mais Ouais, il y a eu pas mal de mais ouais, il y a des moments aussi où je me suis fait mal. C'est-à-dire qu'il y a des fois ah! où non, où je me suis dit, «Ouais, c'est correct ce que tu as fait là, mais là, il y a un gros chantier par rapport à une vision, de fonctionnalité. Ça serait bien d'arriver à ça et pour arriver à ça, il va falloir détricoter et retricoter». Donc de se dire: «Ça, tu savais qu'à l'époque, c'était suffisant». Encore une fois, c'est toujours un rapport de temps, d'énergie dépensée Mmh. versus ce que ça te rapporte. Donc des moments, tu fais des choix. Donc dans mon job, c'est mon quotidien aussi. Idéalement, sur un projet, il faudrait 3 ans avec, 500 000 € de budget et tu dis: «Bah non, ton client, il a 200 000 et bah, tu as 6 mois et bah, tu te débrouilles pour que ça rentre, tu fais des compromis». Et bah, là, c'est la même chose à moindre échelle. Tu fais des choix. Malgré tout, il y a des fois où je me suis fait mal en me disant: «Non, OK, stop, on arrête là, on va se poser avec une feuille et un crayon, heu, virtuel ou réel, mais il faut refaire la conception, on va tout démonter, on va reprendre. L'expérience acquise sur les 6 derniers mois te fait dire que ça serait pas mal de tendre vers ça, ça, ça et comme tu disais aussi Alex, mon job, c'est aussi, le message que je fais passer aux devs un peu plus juniors, de dire de temps en temps, posez les enlevez les mains du clavier, en fait et posez-vous, Mmh. réfléchissez. Ouais. L'idée, c'est pas forcément après quand tu bosses sur un produit, tu peux aller très loin. Tu peux viser vraiment dans le futur. Tu peux vraiment suranticiper des choses. Après, il faut aussi être raisonnable. Tu peux pas non plus suranticiper et suranticiper peut te faire, partir dans des trucs tellement Et stratosphériques complètement overkill, quoi. que tu sors jamais Overkill. rien, voilà. Oui, mais il faudrait que Exactement. ça fasse ça et puis il faudrait que ça fasse ça. Donc normalement, il faut faire des compromis. Malgré tout, avoir une structure de base bien conçue, bien travaillée, fait que Mmh. derrière, en fait, c'est hyper confort et finalement l'énergie que tu as dépensée au début, où tu as l'impression de pas avoir été très productif parce que tu sors pas grand chose et bah, derrière les features, elles sortent, mais à la vitesse de la lumière et surtout c'est stable. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est qu'à la fois tu sors des éléments, rapidement, mais surtout très stable. C'est-à-dire que tu pas, tous tes tests n'explosent pas à chaque fois que tu contribues, quoi. Ouais, Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, en fait, parce que, souvent on se plonge rapidement dans le code et tout et là, ce que tu dis de se poser, en fait, d'écrire sur une feuille blanche n'importe, et de réfléchir avant de commencer le projet, le code, ça peut faire gagner du temps par la suite, en fait. C'est hyper m important. moi, j'aime bien faire les 2 en fait. C'est, avoir un éditeur ouvert et puis, me balader sur des sites, sur un peu de doc, et cetera. De voir ce que des gens font. Tiens, ça serait pas mal de faire ça, donc de testouiller avec, Mmh. des bouts de lignes de code par-ci par-là et c'est toujours plaisant de pouvoir tester, de runner le truc et de voir ce qui se passe et mais d'avoir ça en mode brouillon, bac à sable et de l'autre côté avoir, soit une feuille de papier, soit un bloc-notes, virtuel et de prendre des notes et de structurer les choses en disant: «OK, je vais commencer par ça, après ça serait bien que je fasse ça, ça serait bien que je fasse ça», donc mais ouais, c'est important aussi de le rappeler, faites attention à ça les jeunes, hein. Faites de la conception. Donc non mais On c'est peut hyper important, ouais. OK. On peut finir par 2 questions, mais u enfin 2 questions en une en fait. Il y a pas mal de gens qui se reconvertissent ou, des juniors, tout ça, ou même des gens qui veulent se mettre à PHP et quel serait ton conseil en fait pour quelqu'un qui voudrait commencer à écrire, en PHP? Voilà, un junior ou quelqu'un en reconversion. Et deuxième question qui est dans la même à peu près, c'est Laravel ou Symfony?
Je réponds direct à la deuxième question. Symfony parce que je connais pas bien Laravel. Symfony parce que très cool Parce que forcément. t'es français? Bah, il y a un peu de ça aussi, je pense. Il y a un peu de Ouais. chauvinisme là-dessus, cocorico et si on peut rayonner l'international, c'est cool. Heu j'ai touché à Laravel à une époque où je suis allé m'inspirer de certaines choses qui a été produites par Laravel parce que je trouve que enfin bref, Symfony parce que historique, parce que français cocorico, parce que, des components, utilisables à volonté et plutôt bien documentés. Tu fais une recherche sur le net, tu trouves tout de suite des choses. Du coup, c'est hyper confortable, et j'aime bien la manière dont c'est écrit, en fait. La philosophie, je trouve que la lecture, des composants est hyper accessible. Enfin, ça va dans ma manière de lire du code et de me l'approprier, donc ça me va très bien. Je me suis intéressé à une époque à Laravel, mais forcément, vu que je suis pas dev, je me suis pas plongé dedans. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de dans mes anciennes boîtes avec des développeurs. «Oh Laravel, c'est trop cool, tu as tout un écosystème, tout est fourni, c'est super bien» et en effet, ouais, je trouve que Laravel, c'est hyper quali. La documentation et je trouve que c'est de la tuerie, enfin, c'est hyper propre, et comme je Mmh. disais juste avant, je me suis inspiré, typiquement pour la manipulation des collections dans Cécile. Je suis allé voir un petit peu comment était géré, la lib collection de Laravel et je fais: «Ah ouais, c'est bien pensé, c'est hyper propre». Donc j'ai envie de dire, peu importe d'ailleurs, je crois que c'est Fabien Potencier, hein, qui disait, en fait: «Peu importe, faites ce que vous voulez en fait, on s'en fiche». Testez les 2, comparez, faites des petits projets et gardez, le framework qui vous convient le plus. En fait, c'est pas un concours, c'est, plus il y aura en l'occurrence, dans l'univers de PHP, plus il y aura de contributeurs, plus il y aura d'utilisateurs et plus tout le monde sera content et tu peux Mmh. passer de l'un à l'autre et en vrai, pour des gens en reconversion, touchez aux 2 parce que vous limitez pas. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de choses qui se recoupent entre les 2 frameworks et si vous êtes versatile, vous trouverez plus facilement du boulot, Mmh. et du coup, ça permet aussi de répondre d'enchaîner sur la première question. PHP, c'est un langage qui est assez accessible, heu, très documenté, avec beaucoup de frameworks. Commencer par la base, je pense que ça va de pair aussi avec la formation quand tu es en changement de carrière, c'est, pas se jeter trop vite dans un framework qui fait tout. Commencer par les bases et des trucs très basiques, comment on gère des routes, comment on est HTTP c'est quoi? La logique d'inclusion de fichiers dans PHP, OK, Composer et compagnie, c'est cool, mais en vrai, il se passe quoi derrière? La base, Les quoi. basiques. Toutes les bases, en fait. Mais ouais, je pense, C'est avec ce qu'on des dit Les tout il le faut se temps. dresser un fondamentaux, les fondamentaux, les non, mais c'est fondamentaux. important parce que Les PSR. Mmh. non, mais le jour où enfin, quand tu utilises un framework, il faut pas que ce soit la magie noire, en fait. Il faut que tu comprennes ce que ton framework il fait parce que le jour où tu as une difficulté, où tu as un projet, un peu challengeant, où tu es à la limite de tes capacités, si tu subis le framework, tu es foutu, en fait. Tu peux pas t'en sortir alors que si tu maîtrises le framework, tu dis: «OK, les limites du framework, c'est ça. Là, je vais aller au-delà des limites, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé la question? Comment ça marche? Est-ce que je peux en discuter avec le créateur, de la lib, qui lui-même a dû se poser ces questions-là?» et cetera. Donc voilà, il faut et ne pas se limiter, à un framework, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est une grosse Ouais. connerie, quel que soit le langage de programmation, en vrai, hein. C'est-à-dire que Ouais. tu peux avoir des affinités parce que tu as plus de plaisir ou de facilité à utiliser tel ou tel framework, mais de dire: «Non, non, mais moi je fais que ça et c'est cool». Oui, c'est cool à un instant T, sauf que, enfin, on sait comment ça se passe dans le monde du web, enfin, pour en discuter avec n'importe quel développeur un peu senior, ça bouge tout le temps et le Mmh. fait de se surspécialiser, je pense que c'est une erreur donc C'est un peu se bloquer, sur un truc, ouais. Ouais, c'est clair. oui, puis c'est triste. C'est triste parce que tu t'enfermes dans ton petit monde, tu as l'impression de maîtriser parce que tu es dans ta zone de confort, mais finalement tu t'apprends pas forcément de nouvelles choses, Ouais, ouais. alors que encore une fois, moi je fais pas beaucoup, je fais du développement pour m'amuser, mais je discute de développement sur des projets avec des devs. C'est-à-dire que moi je suis au quotidien avec des développeurs, principalement PHP et Node aujourd'hui et
et tu dis: «Ouais, c'est cool dès que tu as un peu de challenge, de tiens, il y a telle lib qui a l'air intéressante, mais je l'ai jamais touchée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance ou pas? Ben si, j'ai vu un tel, qui l'a implémenté sur tel projet, vas-y parle-en avec lui, prenons le risque, en mode proto pendant 1 mois. Si ça match, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis, on jette et on passe à autre chose. On aura perdu que 1 mois entre guillemets sur un projet de quasiment 1 an. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave en fait, donc Yes. Ok, voilà. Top. super. Merci Arnaud. Écoute, super intéressant. On a fait le tour un peu de PHP, de Cécile, aussi de ton retour d'expérience sur un peu justement ta seniorité, ton expertise, on va dire, sur le dev. Et donc, c'est super intéressant. Écoute, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Un grand merci à toi, un Ouais, grand merci. merci à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit like, un truc comme ça pour nous soutenir et ça fait toujours plaisir. Un grand merci Arnaud. Merci beaucoup, c'était très cool. J'ai passé un bon moment avec vous 2. Merci. Super, mais nous aussi, Merci. pareil. Ciao, ciao à tous. Ciao, ciao. Ciao, à plus. Ciao.